Le débat du dimanche, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro articulé autour des législatives du 29 mars prochain, les enjeux et puis à quoi pourraient ressembler les listes au niveau de certaines circonscriptions. On va décrypter tout cela avec nos invités. On va également parler de ce rendez-vous raté, encore une fois, le retour annoncé de l'armée malienne à Kidal. On avait parlé de la semaine dernière. Ce sera probablement en début de ce mois de février. Et puis les 4 ans de la disparition de notre confrère Birama Touré, vous vous rappelez, depuis le 29 janvier 2016, aucune nouvelle, sinon aucun signe de vie de notre confrère du Sphinx. Des questions abordées par nos invités, Dr Anasser Agarissa, expertique et gouvernance, Alexis Calambri, directeur de publication de Mali Tribune, Maître Cheikh Marconaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Après plusieurs rendez-vous ratés, les élections législatives au Mali se tiendront finalement les 29 mars et 19 avril prochains. Le collège électoral vient d'être convoqué par le Conseil des ministres. Maître Cheikh Omar Konaré, ça vient après des prorogations, des élections qui devaient se tenir peut-être en 2018. Finalement, c'est 2 ans après. Un mot sur ces législatives-là? J'estime qu'il fallait enfin tenir ces législatives-là. Parce qu'une première prorogation avait été accordée avec beaucoup de bruit et de contestation. La deuxième prorogation, pour la deuxième prorogation, on n'a même pas eu besoin de la Cour constitutionnelle. Donc c'est comme si les députés avaient prorogé leur propre mandat avec la bénédiction du gouvernement. Ils avaient perdu toute espèce de légitimité. Et le dialogue national a résolu qu'il fallait convoquer en fin de compte ces législatives. Donc il n'y a pas de choix, il faut aller à ces législatives-là pour renouveler la légitimité des députés. Cela dit, il ne faudrait pas s'attendre à des élections très régulières, ni à des élections dans toutes les localités. J'appellerais ces législatives-là des législatives de guerre, tout simplement. Oui, Alexis Calambri, il ne faudrait pas s'attendre à la tenue de ces législatives dans toutes les localités du Mali. Ça n'enlève en rien le caractère représentatif du Parlement? Non, ça ne va rien lever au caractère représentatif du Parlement pour 2 raisons. D'abord, oui, les raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu tenir jusque-là sont des raisons qui demeurent. Et ensuite, pour la majorité des populations, le Parlement, dans sa configuration actuelle, ne reflète pas notre landerneau politique. Donc, pour ces raisons, il faut renouveler, mais pour effectivement d'autres raisons, il est évident qu'on n'aurait pas les meilleures élections. Oui, docteur Aguirissa, sur ces élections législatives. Je pense que c'est déjà salutaire quand on est programmé au DNI, quand on est souhaité qu'il y ait ces élections. Il faut qu'on y aille et ça permettra au moins de garantir la légitimité de l'Assemblée nationale. Donc c'est déjà quelque chose qui serait très très important. Et en plus de ça, je crois qu'on a commencé un peu à assister à une Assemblée nationale avec des députés dans des fois les niveaux est juste. Et il serait peut-être intéressant maintenant de monter en niveau pour avoir une belle Assemblée nationale qui soit capable de mettre en œuvre nos recommandations et nos résolutions du dialogue national et inclusif. Oui, c'est qu'on a envie de dire plutôt ouf, parce que l'Assemblée était vraiment essoufflée. Cette Assemblée ne représentait vraiment pas la réalité politique du moment, surtout après l'élection présidentielle. C'est une bonne chose. Le gouvernement a bien joué sur un plan, c'est-à-dire que jusque-là, le gouvernement forçait pour organiser le référendum. Et il s'est rendu compte que ça ne passait pas. Donc, puisque ça ne passait pas, on a changé de tactique. On dit, mais le plus urgent, en prenant acte des résolutions du dialogue national inclusif, c'est d'organiser les législatives. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, vous savez, les élections ne vont pas se dérouler partout. J'espère qu'on pourra en parler. Oui, docteur Agrissa, il va y avoir une cassure d'ordinaire au Mali. Les années de présidentielles sont également des années de législatives. Ça va être la première fois. Les législatives vont venir 2 ans après la présidentielle.
il faudrait désormais faire avec ça, hein, ce changement au niveau du calendrier, de l'agenda électoral. Oui, en plus de ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout facile parce que la dernière prorogation était pratiquement, comme disait Maître Konaré, donc les députés l'ont voulu, ça a été accepté et ça a été fait. Maintenant, vraiment, il est temps que l'on puisse essayer de tout faire pour qu'elle puisse avoir lieu. Parce que moi, j'ai eu des débats tout dernièrement où certains citoyens pensent que ces élections n'auront même pas lieu. Et ça serait vraiment, il ne faut pas aller dans ce sens. Il faut vraiment qu'on les organise, il faut vraiment qu'on crée la sécurité nécessaire. Il faut vraiment qu'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'il y ait la plus grande inclusivité quand on organise ces élections. Donc, oui, avant de dire, parce que vous n'avez peut-être pas compris le sens de sa question. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que pour la première fois, on organise les élections législatives quasiment 2 ans après les présidentielles. Donc le prochain président va être élu avant qu'on organise de nouvelles élections. C'est-à-dire 3 ans après le prochain président qu'on va organiser des nouvelles élections. Exactement. Mais ce qui risque de se passer, c'est que le futur président de la République est en mesure de dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut dire, moi je n'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale, je vais rebrasser les cartes, donc je dissous l'Assemblée nationale. Donc là, ça peut permettre d'harmoniser les élections. Oui. On va voir ce que ça va devenir. Oui, sauf que dans la configuration, disons, sauf qu'avec le comportement actuel qu'on a vu jusque-là, qu'il soit le président en place, il aurait une majorité mécanique parce que les ralliements à l'Assemblée, c'est la chose la plus facile ici. Oui, docteur Agrissa. Oui, c'est vrai que Serge Daniel, 2023, c'est bientôt. Et en 2023, il y aura un changement de gouvernance, un changement de gouvernement. Et donc, ces députés-là, il faut aussi que l'on s'attende à faire des bons choix pour qu'ils soient capables, justement, d'influer sur ces changements, de pousser ces changements, et pour que, comme disait Serge tout à l'heure, pour que effectivement les présidents sachent s'il faut dissoudre ou pas. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse qu'il faut qu'on regarde. Quel choix adéquat de députés faut-il faire pour qu'on soit capable, en 2023, d'avoir un nouveau gouvernement capable de mettre en œuvre toutes les réformes nécessaires. D'accord. Maître Konaré, vous avez parlé de législative, hein, de la guerre. Selon vous, quels peuvent être les enjeux de ces élections législatives-là? D'abord, mettre en place une nouvelle majorité parlementaire. Quand je parle de nouvelle majorité parlementaire, je veux parler de du renouvellement de la légitimité du Parlement. Alors, il se pourrait bien que la même majorité qui est là actuellement soit reconduite. Il se peut que ce soit par le biais d'alliances au sein de la mouvance présidentielle, mais je vois de plus en plus des listes entre l'URD et le RPM, entre l'URD et l'ADEMA. Ça veut dire que ce n'est pas des programmes ou des différences d'opinion qui vont faire les victoires, mais c'est plutôt des dynamiques locales gagner coûte que coûte. Et c'est ça la principale marque de notre Assemblée de tout temps. Il n'y a pas de véritable différence d'opinion entre les députés, il y a simplement des différences d'intérêt. Et j'ai parlé de législatives de guerre parce que sur le terrain, on ne pourra pas tenir les législatives dans toutes les localités pour des raisons évidentes de sécurité. Mais de surcroît, on va assister à des fraudes massives dans beaucoup de localités. Pour la bonne raison que l'État ne peut pas garantir la régularité du scrutin dans toutes les localités. Ok, Alexis Galambiri, ça veut dire qu'à ce niveau, il ne faudrait pas s'attendre à quelque chose de nouveau. Les enjeux vont rester les mêmes, majorité, opposition. Il ne faudrait peut-être pas s'attendre à quelque chose de nouveau. Si, on aura beaucoup de nouveautés, parce que oui, à la lecture des projets de liste déjà, on peut se faire une idée de ce qu'il y a. Pour répondre à la préoccupation du docteur, malheureusement, les listes ne se font pas. Il n'y a pas de critères de diplôme ou de niveau d'éducation pour constituer les listes. C'est qui est qui est capable de drainer des voix dans sa circonscription qui prime. Mais
il y a deux constats majeurs qu'on peut faire, deux ou trois à la lecture de ce qui est déjà proposé. Comme disait Maître tout de suite, ce n'est pas les différences idéologiques qui sont mises en avant. C'est partout, vous allez trouver l'ADEMA et le RPM, l'URD et le RPM, ainsi de suite, en fonction de, comme eux-mêmes disent, les réalités locales. Le second constat qu'on peut faire, il y a rarement un parti qui va en solitaire. C'est-à-dire, sur tout le territoire malien, il n'y a pas un seul parti qui a décidé d'aller seul partout sans faire des portages ou sans se faire porter de temps en temps. Et enfin, on est encore dans un système plutocratique parce que vous avez vu, il y a beaucoup de partis qui ont posé comme condition, souvent pour être sur la liste, de disposer d'un certain fonds. On a vu ça également. Et le dernier constat, il y a des repris de justice ou des gens qui sont soit sous les menaces, soit qui sont dans des liens de la prévention, qui sont sur des listes. Donc, oui, on aura beaucoup de nouveautés, de changements, mais peut-être pas tous dans le bon sens. Oui, je ne pense pas aux surprises dont tu parles, Alexis, parce qu'il y aura déjà le seul vainqueur, il y a un grand vainqueur des prochaines législatives, ce sera l'ADEMA Grand A. Vous avez l'ADEMA d'origine, ensuite vous avez l'ADEMA fâché, numéro 1 c'est l'URD, l'ADEMA fâché numéro 2 c'est le RPM, l'ADEMA fâché numéro 3 c'est l'ASMA de M. Soumilou Boubé Maïga. Vous avez l'ADEMA fâché 4, l'ADEMA fâché 5. Ce parti est quand même central, est toujours central dans la vie politique malienne. Donc il ne faut pas s'attendre à de grands bouleversements. Peut-être au niveau des visages, vous avez vu, ce que vous disiez tout à l'heure est quand même impressionnant, mais vous n'avez pas été surpris. Mais moi je dis que ce sera un match amical, une démocratie, permettez l'expression, je mesure mes mots, une démocratie au rabais. Parce que vous avez dans des localités un parti au pouvoir, un parti d'opposition, un parti au pouvoir, un parti d'opposition sur la même liste, élus sur la même liste. Ce qui se passe après, à la proclamation des résultats, chacun va dans son camp. Ça, c'est une drôle de démocratie quand même. Est-ce qu'il ne fallait pas changer peut-être le mode de scrutin? Je ne sais pas. Mais la démocratie, c'est quand même une opposition, une majorité. Comment voulez-vous que Maître Konaré, on n'est pas candidat, mais on ne sait jamais, nous sommes candidats sur la même liste. Et du coup, moi, je vais dans l'opposition, et après, lui va au sein de la majorité. C'est quand même une démocratie, de mon point de vue, au rabais. Oui, il y a peut-être une nouvelle donne, Maître Konaré, c'est qu'il y a un mouvement qu'on pensait religieux, mais qui s'est dit, je m'assume, désormais je vais descendre dans le marigot politique pour parler de CEMAS de Mahmoud Dicko, les amis et sympathisants de Mahmoud Dicko, qui va même en alliance avec un parti politique, CODEM de Ousseynou Amianguindo. J'ai cru lire quelque part que la CEMAS exclut toute alliance avec des partis issus du mouvement démocratique. La CEMAS a une idéologie politico-religieuse, mais elle veut influer sur le cours de la gouvernance à travers des élus qui embrassent une certaine doctrine. Le rejet des valeurs occidentales qui ne collent pas avec l'islam. C'est une nouveauté, mais ça va, les législatives vont nous permettre de savoir le véritable poids électoral que peut avoir un leader religieux qui vient en politique. Oui. Ça va être un test. Et si le test est très concluant, on verra peut-être l'imam Mahmoud Dicko en lice pour la présidentielle de 2023. Oui, docteur Issa, puisqu'on a entendu certains Maliens qui ont dit si on est sorti le 5 avril, parce qu'on s'était dit que le mouvement n'était pas politique et qui pensent être un peu pas floués, mais qui ne comprennent pas cette descente dans l'arène politique. Peut-être que ça va nous permettre de connaître le poids réel de ce mouvement-là. Oui, on connaîtra le poids réel et puis je pense que c'est inédit. Et cet aspect-là va faire que les Maliens vont tester, les Maliens vont les élire, ces députés, les choisir.
Et je pense honnêtement que ça va changer la donne parce que c'est quelque chose que l'on souhaiterait, étant donné qu'ils s'y mettent, on souhaite voir qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter. Donc, vous voyez, donc on est déjà curieux, on veut savoir ce qu'ils vont apporter. Et maintenant, par la suite, l'influence par rapport au débat démocratique et autres, ça, nous verrons. Parce que dans un premier temps, Maître Kolari l'a dit tout à l'heure, c'est un problème d'intérêt, c'est un problème de positionnement sur telle ou telle problématique. Et donc, on voudra vraiment vérifier cet aspect inédit du couplage, par exemple, CODEM-CEMAS. Ce qui frappe quand même dans la CEMAS, je ne sais pas si vous avez vu, de toutes les manières, fin février, ça va être la rentrée politique de la CEMAS, donc on en saura un peu plus. Mais il y a quand même de plus en plus de jeunes intellectuels maliens au sein de la CEMAS. Mon sentiment, et donc il faut que je puisse le confirmer au lancement à l'occasion de la rentrée politique de cette association politico-religieuse, est que il y a des intellectuels, vous avez des intellectuels maliens qui se retrouvent plus en Mahmoud Dicko, par exemple, que dans la classe politique traditionnelle. Mais s'ils veulent faire de la politique, il faut quand même qu'ils aient un programme. On ne connaît pas encore le programme de la CEMAS, parce que être pour une religion, ce n'est pas un programme politique. En matière de santé, en matière d'éducation, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Et c'est ce qui va être intéressant. Ensuite, il ne faut pas penser que remplir un stade de 40 000 places vous fait gagner forcément une élection. Maître Kolari et moi, il a plus de moyens financiers que moi. Si on mouille un peu la barbe à certains, on peut remplir le stade du 26 mars. Donc ce n'est pas cela. Prendre le pouvoir démocratiquement, c'est créer un parti politique, mobiliser les militants sur les listes électorales, ça c'est très important, et pouvoir remporter démocratiquement les élections. Oui. Je pense qu'il joue à qui tout double, et que le mois de février va être un mois décisif, mais pour terminer, la CEMAS peut être aussi le faux nez d'un homme politique. Okay. Parce que on en parle de plus en plus, la CEMAS, c'est peut-être aussi le faux nez d'un homme politique, puisqu'ils disent, soit nous aurons un candidat à la prochaine présidentielle, ou nous allons soutenir. Oui, Alexis Galambri, il y a également un enjeu par rapport à ces législatives-là, c'est la relation avec l'accord pour la paix, puisqu'il y a un nouveau découpage territorial, il y a des nouvelles régions. On a entendu certaines de ces régions, Taoudéni, qui veulent, lors de cette législative-là, avoir déjà leurs députés. Bougouni, on peut dire la même chose, la région de Bougouni. Il y a également cette équation pour le gouvernement. Oui, en fait, il y a de quoi perdre son latin. Mais si vous avez suivi ces nouvelles régions, surtout un combat porté par la CMA, c'était de faire les élections sur la base de ce nouveau découpage. Or, ça a été clairement dit que c'est l'ancien découpage. Et honnêtement, on les comprend. Si vous prenez une région comme Tombouctou, je crois qu'il y a 3 députés, et si on créait Ménaka se retrouverait avec 7 députés. Donc, ça donnait plus de chances à des gens. Donc, je pense que c'est ce calcul qui fait que les gens ruent de plus en plus dans les brancards pour dire, même si on ne tient pas compte du nouveau découpage, tenez compte de certaines spécificités, parce que ça va leur permettre d'avoir plus de représentativité à l'Assemblée. Les choses ont évolué. Si je peux me permettre, c'est un degré d'information. Pardon, allez-y, parce que je me coupe, c'est pas normal. Allez-y. Voilà, merci. Les choses ont évolué, Alexis, tu n'es pas tout le temps informé. Les choses ont évolué parce que la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, dans un communiqué a dit, nous ne nous sentons pas concernés au stade actuel par ces législatives. Mais c'est quand même très astucieux, c'est-à-dire nous n'allons pas participer, mais nous n'allons pas accepter l'organisation de ces législatives dans les régions que nous contrôlons. Je sais de sources bien informées que le Premier ministre a reçu hier, ce samedi, une délégation de la CEMA, et que le Premier ministre s'apprête à faire une proposition à la CEMA la semaine prochaine. Je sais également que le ministre de l'administration territoriale devrait les recevoir pour dire, en fait, nous allons organiser les élections selon le découpage dont tu parles, mais nous allons organiser des partiels à un moment donné dans les autres nouvelles régions. Et que là, la CEMA devrait accepter qu'on organise les élections dans les régions qu'elle contrôle. Oui, la CEMA, en fait, effectivement, elle avait sorti un communiqué qui disait qu'il faut qu'on tienne compte du nouveau découpage. Mais en fait, elle avait démarré ces assertions depuis le dialogue national inclusif, parce qu'ils étaient dans la même commission que moi. Ils ont soulevé
le fait que, attention, il y a de nouveaux découpages, il y a de nouvelles régions, de nouvelles communes. Taoudéni allait dans le même sens. Et là, on était même obligé de faire une suspension des séances, à l'issue de laquelle a été complètement choisi l'idée qu'on organiserait ces élections sur l'ancien découpage, quitte à regarder certaines spécificités en fonction des ressources qui sont dévolues à ces régions ou à ces communes. Donc je pense que c'est très intéressant que le Premier ministre ait reçu la CEMA, que le ministre de l'administration territoriale aussi les reçoive, pour que ce problème-là puisse trouver une solution, parce qu'ils l'ont quand même soulevé très tôt, depuis le dialogue national inclusif. Okay, le nouveau découpage territorial avait été conçu sur la base de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Il s'agissait de donner le maximum de députés aux régions du Nord, même si il n'y a pas beaucoup d'habitants dans ces régions. Alors il se trouve que ce n'est strictement pas possible aujourd'hui. On ira aux législatives sur la base du découpage ancien. Le communiqué de la CEMA, qui consiste à dire qu'elle s'oppose à la tenue de ces législatives, n'est qu'une menace de plus. C'est pour se remplir les poches, comme elle en a l'habitude. On va lui donner des centaines de millions et va se taire. Et pendant ce temps, ce que vous ne soulignez pas, c'est que la CEMA a glissé ses militants dans les listes des différents partis qui vont compétir au Nord. Donc, vous ne pouvez pas gagner au Nord sans le soutien de la CEMA. Donc, les futurs élus du Nord devront avoir la bénédiction de la CEMA qui a le contrôle militaire du terrain. D'accord, on va rester avec vous pour une dernière question sur ce sujet-là. On entend certains citoyens qui sont candidats, en l'occurrence le président de l'APECAM, Bakary Togola, du point de vue du droit de la justice, il peut se présenter étant en détention préventive? Mais l'une des bases de la procédure pénale, c'est la présomption d'innocence. Tant que vous n'êtes pas définitivement condamné, vous êtes censé être innocent. C'est une des fictions créées par le droit pour l'application de la loi. Le maire du district aussi peut se présenter. Et vous avez vu au Sénégal le maire de Dakar se présenter. Vous avez vu en Tunisie un détenu se présenter. Au Niger, c'est la même chose. Donc, rien n'empêche ceux qui sont poursuivis de se présenter aux élections tant qu'ils n'ont pas été définitivement condamnés. Deuxième thème de ce débat du dimanche, on parlait à l'instant de Kidal, annoncé pour la semaine dernière, le retour effectif de l'armée malienne dans cette localité, reporté pour quelques jours. Certaines sources annoncent le début de ce mois de février. Alexis Calambri, on doit prendre le mal en patience ou est-ce qu'il faut parler de rendez-vous raté finalement? Non, il faut juste prendre son mal en patience parce que les blocages qui ont fait, les raisons en tout cas qui ont fait que l'armée n'est pas encore partie sont internes à l'armée. Il n'y a aucun problème politique, il n'y a aucun blocage administratif. Je crois que l'armée est selon elle-même en train de faire ses derniers réglages. Mais en face et sur le terrain, il n'y a pas de blocage. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne va pas tarder. Vous avez parlé de dialogue national inclusif. Vous y étiez. On a suivi également quelques séances. C'était l'une des recommandations fortes également, le retour de l'armée à Kidal, même si c'est prévu dans l'accord. Oui, les forces de défense et sécurité reconstituées, qu'on puisse les répartir sur tout le Nord, c'est effectivement donc une des recommandations très très fortes. Voilà. L'armée n'est pas rentrée hier. Hier, c'était le premier. On attendait à ce qu'elle rentre. Mais le commandant quand même de la force MINUSMA a bien insisté sur le fait que eux de leur côté ils sont prêts, voilà, et que du côté de Gao ils démarrent pour aller vers Kidal. Mais quand même il y a des centaines d'autres ex-agents de la CEMA, plateforme et aussi des FAMA qui sont sur place à Kidal.
Et donc, ça n'empêche pas qu'à tout moment, à partir du le premier c'était quand même hier, à tout moment qu'il y ait ce déploiement. Donc maintenant, la balle est juste du côté, justement, du ministre chargé de la défense, du côté de la gouvernance globale, pour pouvoir justement décider des rentrées. Je crois que quelque part, il y a aussi, c'est très délicat, il y a des problèmes de sécurité à Kidal. À un moment donné, tout le monde a dit, c'est le nid des terroristes. Et on peut parler de problèmes de sécurité à Kidal, quand même, il y a la MINUSMA là-bas, il y a Barkhane, il y a... Voilà. Oui, ça doit être sécurisé, une ville sécure, Kidal. En fait, Kidal est sécurisé globalement par la SEMA. Et là, la SEMA va faire partie de ceux qui seront dans cette armée reconstituée. Et finalement, même s'ils sécurisent Kidal, ce ne serait pas maintenant eux, ce serait cette nouvelle armée reconstituée qui va sécuriser. Les autres sont là, Barkhane, les autres sont là, la MINUSMA, mais il faudrait que... Et c'est là que j'ai dit, c'est très compliqué d'un point de vue sécuritaire. Il faut qu'ils aident pour l'installation de cette armée. Ce n'est pas seulement logistique, il faut qu'ils aident vraiment d'un point de vue sécuritaire. Parce qu'attention, les terroristes, ils ont envie de faire un grand coup. Et ce grand coup-là, le plus grand qui puisse paraître, c'est celui qui pourrait avoir lieu un de ces jours. Donc il faut vraiment contrôler, il faut sécuriser Kidal, il faut tout sécuriser, tout contrôler et ne pas laisser les hasards de tout pénétrer ce qu'on a envie de faire. La semaine dernière, je vous parlais de propagande. Moi, je ne suis pas un adepte de la propagande. Il n'y a pas plus de 3 mois, le HCUA, la composante terroriste de la SEMA, a tenu son congrès et a fait défiler en plein Kidal des centaines de 4x4 armés de mitrailleuses. Suivi par le MNLA, la composante séparatiste de la SEMA, qui lui aussi a fait défiler des centaines de 4x4. Le gouverneur de Kidal aujourd'hui est gardé par une centaine d'hommes à la solde de la SEMA. Et l'armée reconstituée qui prétend aller à Kidal est composée à près de 80% de rebelles. Alors, comment peut-on parler de retour de l'armée à Kidal? C'est pour faire de la figuration, c'est pour aller être cantonné à Kidal. Moi, je ne suis pas partisan de ce schéma. Si un jour je dois parler de retour de l'armée à Kidal, cela supposerait que effectivement la SEMA est dissoute, désarmée et cantonnée. Et Kidal confié aux forces armées maliennes. Cette histoire d'armée reconstituée là, c'est du pipeau. Il faut éviter la défaite des faits pour expliquer ce qui se passe. Il y a eu 4 choses. Au départ, c'était du 24, le départ devait se faire de Gao le 24 pour l'arrivée le 27. Ça a été reporté au 1er, c'est-à-dire pas l'arrivée, puisqu'ils vont par route, comme vous le savez, de Gao à Kidal. Ils vont vaquer 4 jours. La première chose qui s'est déroulée, c'est là où ils ont habité les militaires, très rapidement. De Bamako, ministère de la Défense, certains ont souhaité dans un premier temps que l'armée malienne cohabite avec la MINUSMA. Dans le camp de la MINUSMA, ce que je dis est officiel. Ce n'est pas possible. S'ils vont là-bas, ce n'est pas pour cohabiter avec la MINUSMA, dans le camp de la MINUSMA. Il y a eu un autre problème par la suite, parce que le 1er février, effectivement, ils devaient prendre le départ. Mais ça, c'est plutôt un problème technique, puisque le Mali, je le sais de manière précise, a commandé des véhicules qui n'étaient pas arrivés, c'est donc des véhicules sécurisés, qu'on peut contrôler à distance. Vous savez que de plus en plus, on vole des véhicules maintenant, donc il faut un dispositif pour qu'on ne vole pas les véhicules, qu'on ne puisse pas voler les véhicules. D'après mes informations, ça va se passer mardi. Mais contrairement à ce que Maître dit dans l'accord de paix d'Alger, ceux qui sont au sein du MOC aujourd'hui à Gao, et je parle sous votre contrôle, c'est un tiers composé de l'armée de Fama, un tiers composé de la SEMA et un tiers composé de la plateforme, c'est-à-dire des groupes d'armées pro-gouvernement. Donc ce sont ces blocages-là, à mon avis, qui font que la nouvelle armée reconstituée, le bataillon de la nouvelle armée reconstituée n'est pas là-bas. Et un dispositif a été pris par la MINUSMA, je le sais de manière précise également. Dans le camp de l'armée malienne, vous aurez des soldats tchadiens de la MINUSMA qui vont contribuer à sécuriser la zone, d'où
il faut confirmer qu'il y a des problèmes de sécurité là-bas. Donc il y a tout un dispositif qui est en place et c'est sur le plan technique qu'on n'a pas pu se rendre là-bas. Oui, Agrissa. Je voudrais juste réagir par rapport à mon ami Maître Konaré. Pas de ping-pong. Pas de ping-pong, mais attention quand même, parce que dans l'accord de paix, il est stipulé que sont les forces de défense et de sécurité reconstituées, donc ça veut dire incluant des membres de la plateforme, de la CEMA, qui vont être répartis sur les régions du Nord. Alors si M. Konaré dit qu'il n'est pas d'accord sur ce schéma, ça veut dire que notre Konaré n'est pas d'accord du tout sur l'accord de paix. Voilà, et et n'est pas d'accord non plus sur la paix telle qu'elle a été dessinée jusque-là. Le DNI a dit, le dialogue national inclusif, on s'est focalisé sur le fait que, mettons en œuvre l'accord de paix, essayons d'en profiter le maximum possible. M. Konaré, ce qu'il veut nous dire, c'est que ça ne sert à rien du tout de le mettre. Il faut donc qu'on refasse complètement les schémas, qu'on casse tous les schémas possibles. Or, nous, on a dit, on essaye, voilà, et fiabilisons ce qu'on va faire et assurons la sécurité. M. Konaré n'est pas d'accord. Oui, c'est son point de vue. On est quatre, donc 4 points de vue. Mais Alexis Calambri, on a parlé du dialogue national inclusif. Et là également, l'une des frustrations souvent exprimées, c'est la terminologie forces armées reconstituées. Beaucoup souhaitent qu'on appelle tout simplement forces armées maliennes. Mais en parlant de forces armées reconstituées, c'est comme si ce n'est pas l'armée malienne. D'un point de vue pédagogie, un travail de communication doit être fait à ce niveau pour que ce soit l'armée du Mali, tout simplement. Oui, là je suis d'accord. C'est d'un camp comme de l'autre, c'est des Maliens, quel que soit ce qui s'est passé, qui, à un moment, reviennent dans le giron, se mettent sous la bannière et travaillent ensemble. Donc c'est l'armée malienne. Oui, reconstituée peut-être de façon transitoire pour faire comprendre à tout le monde et à l'opinion surtout que ça vient d'horizons différents, mais c'est tous des Maliens. Il faudrait effectivement qu'on arrive vite à garder la terminologie armée malienne. Mais pour mettre encore et lui permettre d'atténuer ses jugements, il y a eu un communiqué produit par le CTS qui expliquait également pourquoi on n'a pas pu aller tout de suite. C'est vraiment interne, ce n'est pas à cause de ces menaces qu'on prend au sérieux. Mais justement, le rôle de l'armée, c'est d'aller sécuriser. Oui, on parlait des législatives. Ok, oui, allez-y, maître. En fait, mais pas de ping-pong également. Non, ma préoccupation n'est pas de savoir pourquoi l'armée reconstituée n'est pas partie à Kidal. Moi, ma préoccupation, c'est que, à mon avis, cette armée reconstituée n'est pas l'armée malienne. C'est l'armée malienne noyautée dans un lot de rebelles. Voilà. Et ce que vous appelez soldats de la plateforme, en réalité, la majeure partie de la plateforme aujourd'hui est phagocytée par la CEMA. Vous avez vu l'éclatement du Gacha. Alors donc c'est la CEMA qui est en train de se jouer de l'État malien. Et cette armée reconstituée ne vaut rien du tout. D'accord. Pour avancer dans le débat... Est-ce que Maître croit à la rédaction? La rédaction, je ne sais pas ce que ça vient chercher. Daniel, pour avancer, cette armée-là, cette armée qui est en route vers Kidal, l'un de ses rôles, un défi, c'est de sécuriser les législatives du 29 mars prochain. Ce sera un test. Oui, ce sera un test. Le maître était en train de me faire la main pour lui dire ne m'attaque pas, ne m'attaque pas. Je ne veux pas t'attaquer. T'en fais pas. Donc, ce sera un test pour les législatives, c'est évident. Bon, je trouve que quand vous faites la guerre, il faut faire la paix. Mais pour faire la paix, c'est très difficile. C'est plus difficile de faire la paix que de faire de la guerre. Je suis persuadé que cet embryon de la nouvelle armée reconstituée qui va se rendre là-bas, c'est quand même un signal assez fort. Maintenant, on va voir comment les services sociaux de base, le Premier ministre s'est rendu à Gao, à Tombouctou, je devine qu'il va se rendre probablement à Kidal, comment les services sociaux de base, les services vont revenir, comment on va avoir vous savez qu'il n'y a pas d'eau à Kidal, les problèmes de santé, etc. Parce que la rébellion n'a pas un programme de santé. La rébellion n'a jamais un programme en matière éducative, par exemple. Il faut l'État. Si l'État n'est pas présent, ça ne peut pas fonctionner. Et je suis, moi, franchement, moins pessimiste que Maître Konaré, qui est parfois, encore une fois, ministre de la parole. Oui, un dernier mot avant de... Oui, l'armée multicolore malienne
avec tous les Maliens, on ne peut pas se permettre de dire qu'on n'en veut pas. On en veut. La seule chose, c'est que si Maître Konaré pense qu'il y a des rebelles, c'est à nous de tout faire pour extirper ces rebelles de l'armée. Voilà. Et ça, c'est un autre mécanisme. À l'intérieur du mécanisme qui permet justement de les enregistrer, de les accepter, mais on acceptera ceux qui ne sont pas des rebelles, tout simplement. Ils ne sont pas tous rebelles. Oui, parce que ce que Maître dit, quand on a suivi le dialogue, il y a beaucoup dans la salle. C'est vrai, le gouvernement malien a paraphé, a signé un document. Peut-être comment revenir un peu sur certaines clauses de cet accord-là sans remettre en cause. Peut-être c'est un peu ça aussi l'équation, non? Oui, l'équation c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le dialogue, on a dit qu'il faut relire certaines dispositions en tenant compte de l'article 65, qui dit tout simplement que les parties prenantes, on doit les consulter pour dire si elles sont d'accord ou pas sur ces modifications. Donc ce n'est que ça, le CSA doit être aussi d'accord. Donc voilà ce qu'on a dit. Mais moi-même, j'ai fait une proposition d'une relecture où on regarderait beaucoup plus déjà la lisibilité de l'accord. Est-ce qu'il est lisible? Voilà, il y a certaines parties qui tendent à confusion. Ce que disait Alexis tout à l'heure, il faut peut-être, Maître aussi le disait, il faut faire attention que peut-être qu'on ne mette pas reconstitué partout. L'armée malienne, tout simplement. Donc il y a des choses. Vous savez, 30 secondes, Maître. Vous savez, cet accord-là, c'est le meilleur instrument que les rebelles, les terroristes et leurs parrains aient trouvé pour perpétuer une situation de mi-guerre, mi-paix dans le nord du Mali, afin qu'on ne s'en sorte jamais, qu'on n'arrive jamais à la paix. D'accord. C'est un havre pour les terroristes qu'on a créé. Certains ont dit la même chose que toi, et aujourd'hui ils sont dans le gouvernement de la République. Voilà. Et donc tu viendras dans le gouvernement probablement. D'accord. Dernier thème de ce débat du dimanche 29 janvier 2016, 29 janvier 2020. Cela fait 4 ans que nous n'avons aucune nouvelle, sinon aucun signe de vie de notre confrère Birama Touré du journal Le Sphinx. Les enquêtes ouvertes au niveau de la police et de la justice sont restées en mi-chemin, insuffisantes. Docteur Aguirissa, vous suivez cette actualité depuis 4 ans, aucun signe de vie de ce journaliste enlevé en plein Bamako, la capitale malienne. Je suis cette actualité, mais je trouve que c'est complètement alambiqué. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire parce que quand il y a un débat c'est entre parties prenantes, entre des victimes, des accusés. Et là, ce qu'on constate, on n'a qu'un débat d'un seul côté. Il n'y a que les victimes qui essayent de se défendre en disant que voilà ce qui s'est passé et qu'on doit condamner telle ou telle personne. Donc je pense qu'à un moment donné, Karim Keïta a voulu tenter un procès pour diffamation et qui n'a pas du tout pris forme à cause des vices justement de forme. Et depuis lors, il n'y a rien, si vous voulez, en termes de dialogue entre les partis. Et tant qu'il n'y a pas de dialogue en parti, comment voulez-vous qu'on résolve l'équation, qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il est devenu Birama Touré? Je vous ai dit que c'est alambiqué, c'est-à-dire que c'est très sinueux, c'est très difficile à comprendre. Et bon, on va discuter, je ne dis rien, mais à la fin, je tirerai ma conclusion, parce que je pense vraiment que c'est difficile que nous, ici, on se prononce sur ce dossier, qui doit être un dossier uniquement juridique, et que eux, là-bas, qu'ils fassent des enquêtes sérieuses pour faire ressortir la vérité. Oui, Alexis, c'est une tâche sur la démocratie malienne, puisque même à l'époque dite de la dictature, des journalistes n'ont pas subi un tel sort. C'est une grosse tâche, surtout récemment, il y a quand même quelques mois, on avait commencé à avoir de l'espoir parce que le ministère de la Justice avait promis d'envoyer une commission rogatoire en France pour entendre des gens justement qui portent l'accusation et qui disaient détenir des preuves. Donc, je pense que c'est ce qu'on attend jusque-là, à la limite, pour pouvoir avancer dans l'enquête. Mais à ce niveau, oui, c'est vraiment le flou total. Maître Konaré? Vous savez, ce dossier est très ténébreux. Nous n'avons pas à notre disposition des éléments suffisants pour dire qui est coupable, qui ne l'est pas. Ni même dans quelles circonstances Birama Touré a disparu ou semble-t-il
a été tué. La justice est par nature lente et elle devient encore plus lente quand un dossier est compliqué. Surtout un dossier entouré de la plus extrême passion. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que la vérité éclate un jour, mais je me garderai bien de me prononcer sur un dossier dont la justice est saisie et qui n'a pas encore eu son épilogue à travers un jugement. Okay. Le problème, c'est pas de juger, enfin ici, c'est pas ni une tribune, ni un tribunal. Le problème, c'est d'abord d'avoir une pensée pour lui. Et je pense qu'autour de cette table, sur ce plateau, tout le monde a une pensée pour lui. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, parce que c'est notre métier d'être journaliste. Et c'est un collègue, c'est un confrère qui a disparu. C'est ensuite un échec quand même pour notre démocratie de ne pas retrouver 4 ans après un journaliste qui disparaît comme ça. Et ensuite, il y a eu des thèses, des affirmations dans la presse, comme vous le savez. La justice a été saisie de l'affaire, mais le dossier n'avance pas. Ça aussi, ce n'est pas le commenter, ce n'est pas critiquer que de dire que ce dossier n'avance pas. Et qu'il est de notre devoir, à nous tous, de faire avancer les choses. Il y a eu le directeur de publication de ce journal qui est aujourd'hui en France, pour, dit-il, des raisons de sécurité, c'est ce qu'il dit, Adama Dramé. Une commission rogatoire, effectivement, devait aller l'écouter. Pourquoi la commission n'est pas partie? Pourquoi on annonce ça et ça ne se fait pas? Et donc, ce sont des interrogations légitimes qu'il faut peut-être poser 4 ans après cette disparition. Oui, en termes de procédure, on ne s'y connaît pas trop. Des informations ont été distillées, Maître Konaré, dans la presse. À partir de ce moment, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'il faut que quelqu'un s'autosaisisse ou bien est-ce qu'il faut qu'on prenne le dossier pour le transporter à un procureur, à un poursuivant? Quand même, des faits aussi graves ont été étayés dans la presse. Vous savez, dans ce dossier, il y a 2 juges d'instruction qui sont saisis. Un juge d'instruction malien, mais aussi un juge d'instruction français. Moi, je n'ai pas d'informations sur l'évolution du dossier. C'est pourquoi je me garde de me prononcer là-dessus. Oui, Alexis Galambri, la presse, on va rester comme ça. Oui, c'est vrai, comme disait Maître, le temps de la justice n'est pas le temps médiatique. La justice prend son temps, on comprend parce qu'il s'agit disons, de vie humaine, de réputation. Mais là, ce que j'ai déploré, c'est la non-tenue du procès intenté par Karim. Puisqu'il avait été accusé, qu'il a porté plainte, pour moi, si ce procès avait lieu, si les avocats avaient permis que ce procès aille à son terme, à la limite, on aurait eu des indices qui pouvaient peut-être faire avancer les enquêtes. Mais encore une fois, à cause des vices de forme, on n'est pas... Il y a eu 2 témoignages, il y a eu 2 nouveaux témoins, 2 personnes qui ont quitté le Mali, qui estiment qu'elles ont des informations à donner, à livrer, pas Adama Dramé et le policier, 2 autres. Ça, je le sais de manière précise. Est-ce qu'il y aura un rebondissement à partir de la France ou de l'extérieur? Mais l'idéal serait que ça soit ici que les choses partent. Puisqu'il a été enlevé ici et qu'on a plus, j'estime, d'outils, d'éléments, de techniques pour savoir ce qui s'est passé et les personnes qui sont impliquées. Ce n'est quand même pas une opération de Saint-Esprit que de voir que le journaliste parle, pas une opération du Saint-Esprit que le journaliste a disparu. Tu disais que le temps de la justice n'est pas le temps médiatique, c'est pas de l'humour, parce que c'est quand même un homme de médias, et si tu veux, mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour le retrouver. Oui, il y a quand même 4 ans, et on parlait de tâches sur la démocratie, docteur Agrissa, on peut également parler de tâches pour la justice, puisqu'il y a un paradoxe, on ne peut pas vouloir établir la lumière sur des actes de corruption, de délinquance financière, oui, et en même temps rester sourd par rapport à la disparition d'un journaliste dont certains disent qu'il n'est plus en vie quand même. Oui, mais c'est ça le vrai problème. Ce problème-là, pourquoi nous ici, on ne peut pas en parler, on ne peut pas avancer, c'est parce que c'est un travail minutieux de la justice qui doit être fait par la justice, surtout que toutes les preuves sur lesquelles on peut se baser pour avancer, elles ont disparu. Le Birama lui-même, est-il vivant? N'est-il pas vivant? S'il était vivant, on pouvait apporter certaines preuves, corroborées par ce qu'il aura dit. Et la dame en question, il paraît qu'elle est morte.
Alors, une dame qui est morte, si elle était vivante, peut-être qu'on aurait fait des ADN sur le fœtus, l'enfant. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de choses, si vous voulez, que nous, ici, on ne peut pas du tout résoudre. Il faut que ce soit la justice qui fasse son travail. Ok. C'est un travail sérieux et c'est la justice de le faire. Ce sera donc le mot de la fin. Toutes nos pensées pour sa famille. 4 ans qu'on n'a plus de signes de vie de Birama Touré du journal Le Sphinx. Avant de se quitter, ce journal L'Élite, c'est le journal de la gendarmerie nationale. Vous allez, voilà, L'Élite. Dans ce numéro, un personnel dévoué et engagé au service de la nation, avec les mots du directeur général, le colonel-major Boukari Kodjo, à retrouver donc dans les kiosques. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. Nos invités étaient Dr Anassera Grissa, expert TIC et gouvernance, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Maître Cheikh Marconaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h, politique, le débat avec Robert Dissa autour du thème les enjeux des prochaines législatives à 21h, une émission publique. Quant à nous, on vous retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain pour un autre débat. Merci beaucoup.